Putrid Blight Kings, champions exaltés de Nurgle. Les Putrid Blight Kings ne sont pas une tribu ou un groupe spécifique, mais une confrérie dispersée dans les régions septentrionales du monde. Chacun d'eux a été touché par la grâce de Nurgle ou par l'entreprise de ses émissaires terrestres, c'est-à-dire les mouches démons qui éclosent dans le corps du sorcier du chaos, Blob Rotspawned, depuis que le seigneur de la décrépitude a fait de lui l'hôte de ses petits serviteurs volants. Quand Blob Rotspawned dort, ses nombreux parasites chuchotent et complotent dans son ventre au sujet des guerriers qui méritent la faveur du seigneur de la décrépitude, où qu'ils se trouvent dans le monde. Lorsqu'un tel champion a effectivement prouvé sa valeur, une mouche démon s'élance de la bouche ronflante de Blob dans le ciel nocturne. Ainsi débute un long voyage pour le petit messager, mais qui ne chemine pas sans aide. Alors que la mouche démon vole au-dessus du paysage éclairé par la lune, la lumière maladive de Morslib le revigore en la nourrissant de l'énergie du chaos. Guidé vers sa cible par un fil du destin argenté, l'insecte traverse la moitié du monde si nécessaire avant de se poser sur la tête de l'élu et de lui planter ses mandibules dans la peau. Un baiser de Nurgle lui-même, conférant une grande force et une grande robustesse. Dès lors, le guerrier choisi se conforme totalement au désir de grand-père Nurgle, devenant une vraie force de destruction et un garde du corps prêt à l'emploi pour les champions exaltés du seigneur de la décrépitude. Bien que ces individus tendent à se réunir en bandes guerrières ou en groupes militaires très soudés, chaque Blight King est un adversaire redoutable. Un champion en puissance, parfaitement préparé à combattre et à mourir pour la cause infâme de son dieu. Ces quelques bienheureux perpétuent le cycle de la vie et de la mort en maniant des armes diverses et variées, allant des équipements typiques des tribus nordiques, comme le fléau et la hache, aux instruments étranges, symbolisant les préférences de leur dieu tutélaire. Certains sont affublés d'appendices insectoïdes, d'autres de faux de guerre ou de bâtons alourdis par d'énormes cloches pleines de verre de gris, qui produisent un glas bruyant lorsque le porteur s'en sert pour enfoncer les cages thoraciques et fendre les crânes. Tous les champions du chaos espèrent que l'œil de leur dieu est tourné vers eux lorsqu'ils vaquent à leurs affaires brutales. Les Putrid Blight Kings en sont assurés. Ils sont pleinement conscients que leur maître les a non seulement triés sur le volet, mais leur a également transmis un peu de sa force illimitée afin qu'ils puissent accomplir la destinée qu'on leur a réservée. Ce sont des tueurs de monstres et de monarques, les fléaux des magistrats et des prêtres. Ils sont voués à abattre les grands pour que les petits les dévorent, chaque exécution engendrant des milliers de vies. Ainsi, le cycle éternel des largesses de Nurgle est entretenu, jetant à bas les édifices et les édits de la civilisation pour les remplacer par l'effervescence de la vie débridée. Les premiers adorateurs du chaos qui reçurent l'onction des insectes de Nurgle furent les guerriers qui occupaient le fort d'Airain. Les répugnants qui s'étaient enfoncés au cœur de l'Empire et à l'avant-garde de l'invasion du seigneur de guerre, Undrakul, s'étaient déjà taillé une réputation en commettant des actes de profanation sanglants au nom de Nurgle partout où ils passaient. Ils faisaient partie des assiégeants du titanesque fort d'Airain, une forteresse qui avait changé de main à maintes reprises, car paradoxalement, l'Empire et ses ennemis la considéraient comme une position stratégique inexpugnable. Si la plupart de
si la plupart des leurs avaient péri à l'occasion des sorties impériales et sous les boulets tirés depuis les remparts du fort, les Répugnos finirent par le prendre, après avoir invoqué la faveur de Nurgle pour qu'il infecte la pierre même du château, et de là la majorité des défenseurs. Cependant, les armées de l'empereur réussirent à repousser l'invasion d'Undrakul. Les Répugnos et leurs comparses furent laissés en poste et ne virent jamais arriver la relève. Coupés de leurs alliés, les guerriers décidèrent de tenir la forteresse des monts du milieu le plus longtemps possible. Ils se dirent qu'une autre armée du chaos allait bien envahir l'Empire dans les années à venir, et qu'ils seraient alors en bonne position pour former un fer de lance sanglant. Toutefois, les semaines passèrent, et l'un après l'autre, les adorateurs du chaos qui s'étaient emparés du fort des Reins succombèrent à la même peste, grâce à laquelle ils avaient pris la forteresse quelques mois plus tôt. Seuls ceux qui avaient la bénédiction de Nurgle survécurent à la maladie, par commencer par les Répugnos. Le secours des dieux sombres finit par venir, non pas sous la forme d'une horde de barbares sanguinaires, mais d'un vol de mouches démons aux pattes pendantes. L'essaim descendit du ciel nuageux dans les corridors et les cellules du fort. Là, chacune des petites bêtes, encore moites du pu des plaies qui sillonnaient les entrailles de Bloa Broadspawn, se nicha sur le ventre d'un des occupants toujours en vie. En quelques jours, les Répugnos devinrent gras et bouffis sous l'effet de l'énergie vitale qui bourdonnait en eux. Certains pourrirent, d'autres enflèrent, d'autres encore se transformèrent pour ressembler aux insectes qui les avaient oints de la faveur de Nurgle en récompense de leur audace. Le fort lui-même changea, ses murs exudant de fluides malsains sur le flanc de la montagne. Lorsque les Maggoth Riders de la Corne de Glace atteignirent la forteresse, ils trouvèrent des hôtes remodelés par le pouvoir insalubre de Nurgle. Une bande de tueurs vétérans aussi redoutables qu'une petite armée. Des histoires similaires pullulèrent de la Norska au rivage du Nordland. Les mouches démons de Bloab traversaient les terres, se posaient sur le front ou l'abdomen des méritants. Les fils de la dernière peste, de vieux alliés de la tribu Dragonbone, virent leur goût immodéré pour les maladies se muer en une obsession indomptable, comme des pestes durcissant les chairs et des champignons déformant les os germèrent dans leur corps. Moins d'un mois plus tard, les fils étaient devenus les champions incontestés des armées de Guthrodspoom. Parmi les guerriers de la tribu des Fjordlings que les Glotkin avaient enrôlés, les plus dévoués gagnèrent en masse et en volume et subirent des mutations qui auraient tué des hommes les plus faibles, mais qui, à la place, les rendirent encore plus forts. Dans chaque conflit de la guerre tentaculaire à venir où l'influence de Nurgle était la plus demandée, les putrides Blight Kings seraient présents, liés non pas par un ordre formaliste, mais par la volonté et la prévoyance de leur dieu hideusement généreux. On voit maintenant une légion de putrides Blight Kings. Guthrodspoom, seigneur des tentacules, maître des flottes de la peste. Guthrodspoom est le chef de la tribu Dragonbone et le commandant de la plus grande flotte de la peste nordique.
Son arrogance, sans borne, l'a souvent poussé à engager des combats désespérés, mais Spoom s'est toujours relevé de ses cendres et compte désormais parmi les seigneurs de la guerre les plus éminents de cet âge. L'appel de la mer résonne dans l'âme de Spoom. Dans sa jeunesse, il avait l'habitude de plonger dans la mer des griffes armé d'un simple couteau. Il passait de plus en plus de temps sous l'eau où il chassait les poissons mangeurs et les requins éperons qui rôdaient dans les fjords. Puis, il traînait leurs corps sur la berge pour les ramener à ses compagnons. Ses talents de pêcheur et de guerrier furent remarqués et Spoom devint bientôt jarl de la tribu Dragonbone. Toutefois, Guthroth ne cherchait pas à impressionner ses compatriotes, mais les dieux eux-mêmes. Spoom plongeait inlassablement dans la mer des griffes. Pendant que ses contemporains chassaient le chien, le troll et la carnabrute dans la toundra, Spoom plantait sa lame dans le Charybdis, un hybride de serpent et de wyrm de mer. Quand Spoom entendit parler d'un gigantesque kraken pesteux qui hantait la côte des terres bileuses, il se hâta de partir à sa poursuite. L'ambition démesurée de ce plan permit d'enrôler une flottille de navires nordiques tous remplis de guerriers impatients de teinter la mer de rouge avec le sang de ce monstre. Plusieurs mois durant, Spoom et ses hommes durent affronter non seulement les redoutables bêtes de la mer des griffes, mais aussi les flottes elfiques qui tentaient de les arrêter. Les navires nordiques, amochés, finirent par trouver les nappes de fluide toxique que le kraken laissait dans son sillage. Spoom ne perdit pas de temps et plongea. Il suivit le flux de sécrétions nocives qui devait censément le mener au nid du kraken. Il s'enfonça toujours plus profondément jusqu'à ce qu'il aperçoive une ombre tentaculaire. Débordant d'assurance, Spoom nagea vers le fond et planta sa lame dans la couche de gras qui protégeait le crâne du kraken. Une série de tremblements subsoniques se réverbéra dans l'eau, son tempo résonnant comme un rire tonitruant. Spoom vit trop tard les bêtes à tentacules plus petites qui convergeaient sur lui. Chacune de ces choses pâles n'était pas plus grosse qu'un chien, mais elles attaquaient en nombre, et Spoom dut défendre sa vie. Des appendices caoutchouteux le giflaient et l'enserraient, et des becs tranchants mordaient dans sa chair. Une des créatures avala même son bras gauche tout rond. Comprenant qu'il ne lui restait que quelques secondes à vivre, le jarl battit des jambes pour se libérer et regagner la surface. Sa survie le surprit. Et de même que son retour d'une quête téméraire surprit ses hommes. Mais grand-père Nurgle était d'humeur particulièrement généreuse, et alors que ses rivaux se désintéressaient de l'échec de Spoom, le seigneur de la décrépitude souhaita récompenser sa bravoure. Pendant sa remontée, le corps de Guthroth était devenu méconnaissable. Son flanc gauche avait fusionné avec le petit kraken qui avait gobé son bras, et était hérissé de tentacules qui s'animaient de leur propre chef. Son ventre avait doublé de volume, et sa peau avait pris le teint blanc spectral d'une créature des fonds marins. Spoom grimpa de nouveau à bord de son navire amiral, non plus en tant que jarl d'une tribu nordique, mais transcendé en seigneur des tentacules. Spoom rassembla bientôt une armada, cette fois pour mettre à sac les villages côtiers de l'Empire. La rumeur de ses pouvoirs se répandit, car ceux qui s'opposaient à lui mouraient de maladies fulgurantes ou étaient victimes de noyades inexplicables. À l'équinoxe de printemps, la flotte de Spoom fendait les vagues de la mer des Griffes vers la côte du Nordland. Les coques couvertes d'algues des navires contenaient plus de 10 000 hommes, répartis à parts égales entre maraudeurs tribaux et tueurs en armure.
Cette fois, ils allaient graver leur destinée dans la chair tendre des gens du Sud. La flotte de Guthrod Spum atteignit le rivage du Nordland intact pour braver les canonnades de ses forts, des fjords et les troupes régulières de l'Empire qui couvraient les plages. En altitude, des commandants coiffés de aumes élaborés volaient sur le dos de Pégases et de Griffons, embrayant des ordres à leurs hommes en contrebas. Parmi eux, il y avait Karl Franz en personne, car l'Empire était au fait du goût des Nordiques pour les raids printaniers et de l'approche de la flotte de Spum. Les envahisseurs entrèrent dans la baie. Les hordes beuglantes sautaient dans les bas-fonds par-dessus les bastingages ferrés de boucliers. Les corps à corps s'engagèrent en quelques minutes. Spum était en première ligne quand la tuerie débuta. Le seigneur de la guerre hurla un défi à l'empereur, mais au lieu de venir l'affronter, il fit faire demi-tour à son griffon et s'en alla. Spum riait encore quand le souverain du Sud revint quelques heures plus tard. Son hilarité disparut lorsque la reine des glaces, qui partageait la selle de l'empereur, lança un puissant sort qui gela les eaux de la baie, piégeant la plupart de ses hommes dans la glace. Les troupes régulières redoublèrent d'ardeur en constatant la facilité avec laquelle ils pouvaient tuer les guerriers de Spum prisonniers des vagues de glace avec leurs lances et leurs hallebardes. Guthrod lutta un temps, mais finit par admettre sa défaite. Il retourna sur son navire amiral et mit les voiles vers le camp de sa tribu, Dragonbone, pour panser ses plaies. Les années suivantes, il rebâtit ses armées et sa flotte et jura solennellement qu'il se vengerait à la première occasion. Festus bonifié. Le jardinier de Nurgle. Le docteur Festus était un médecin et un chirurgien fortuné et considéré comme l'un des meilleurs praticiens de l'Empire. Il possédait une chaîne d'hospices dans le Nordland et même une prestigieuse échoppe d'apothicaire à Altdorf même. Même si au cours de sa carrière il connut plusieurs succès dans le traitement de souches de maladies virulentes, son échec face à la fièvre grinçante le conduisit au seuil de la folie, perdu et désespéré parmi les corps de ceux qu'il ne pouvait pas sauver. Quand Nurgle, lui... Alors c'est mal écrit. Quand Nurgle, lui, le savoir encyclopédique de toutes ces formes de maladies... Oui, c'est ça. Quand Nurgle... Lui, Nurgle, le savoir encyclopédique de toutes les formes de maladies, y compris de la fièvre grinçante. Le docteur Festus accepta de bonne grâce. Il ne pouvait imaginer la nature du pouvoir avec lequel il traitait, ni le fait que le cadeau de son nouveau maître allait le précipiter dans l'abîme de la démence. Dès lors, la seule motivation de l'apothicaire fut l'obsession d'expérimenter et de mettre en application ses connaissances épidémiologiques et de semer ses graines dans le vieux monde et au-delà. Si au passage il pouvait concevoir des afflictions encore plus insolites, tout était pour le mieux. L'étrange mission du docteur Festus le conduisit toujours plus au nord dans sa quête d'ingrédients extraordinaires. Les armées barbares de Norska l'accueillirent dans leur rang avec un empressement qui frôlait l'adoration, car la forme de l'apothicaire avait été remodelée, et même le plus jeune guerrier savait que le docteur était béni par Nurgle. D'ailleurs, Festus se montrait toujours assez patient pour se faire accepter, car il avait assez d'assistants pour partir chercher les éléments nécessaires à la préparation de poudre d'os de cocatrice, de cœur de mutalite bouilli ou de sang distillé
d'une douzaine d'enfants du chaos afin d'en tirer un élixir proche d'une panacée. Les tribus qui le suivaient étaient vaguement conscientes du fait que l'apothicaire récoltait des ingrédients pour quelques grands rituels, mais elles en ignoraient le but et n'en avaient cure. Elles se contentaient des poisons que Festus étalait sur leurs lames et qui mettaient à genoux jusqu'aux trolls de glace qui les attaquaient leur village. Et de ces potions qui pouvaient ramener un homme du seuil de la mort. Seul Festus connaissait la portée du grand œuvre qu'il était en train d'accomplir. Lors de l'Exénarte de 2520, Festus recueillit l'ingrédient le plus hallucinogène de tous, la racine d'une mandragore de cristal, volée au cours d'un cauchemar kaléidoscopique par Erigreste, le géomancien, contre quelques jours de vie supplémentaires. Moins d'un an plus tard, à l'occasion d'une bataille entre armées démoniaques, Festus contamina l'une des damoiselles de Slaanesh avec une affliction défigurante et échangea l'antidote contre les huiles parfumées qu'elle avait prises dans le boudoir de son maître. Prétendant être le grand dentiste, Festus convainquit le grand immonde Goubourg que toutes ses peines étaient liées à ses incisives pourries et arracha personnellement une douzaine de dents de la mâchoire du démon. Enfin, après avoir masqué totalement son odeur, Festus se faufila dans le repaire des gorgloutons et dégagea 3 crânes d'airain sur piliers métalliques au pied duquel ils déposaient leur offrande à cornes. Grâce à ces symboles de triomphe de Nurgle, Festus était plus proche de son but que jamais. Festus ne visait rien moins que d'ouvrir une faille dans la réalité, un portail si grand que l'essence du jardin de Nurgle pourrait irriguer le monde mortel. C'était un plan d'une telle ambition que Festus lui-même doutait secrètement d'y parvenir. Toutefois, s'il voulait gagner la faveur de son maître, il devait essayer. Heureusement, un autre serviteur de Nurgle voulait lui aussi voir ce projet réussir. Parfois, les aléas du destin étaient favorables au docteur au point qu'à certains moments, il aurait pu jurer qu'une main invisible lui facilitait la tâche. Il ne découvrirait la vérité que quelques années plus tard. Utilisant les égouts pour cacher sa présence, Festus retourna dans sa pharmacie souterraine d'Altdorf durant l'été de 1525. Tous ces précieux ingrédients étaient soigneusement conservés dans le coffre qu'il portait sur son dos. Il se mit au travail sur le champ. Les alambics bouillirent, les fioles tintèrent, les sphères de cuivre sifflèrent et les labyrinthes de verre distillèrent les épidémies les plus élaborées de mémoire d'homme. Festus en profita pour parfaire 6 des 7 ingrédients nécessaires pour ouvrir la porte sur le jardin de Nurgle et s'assurer ainsi la faveur indéfectible de son maître. Ce ne fut que lorsque Kougas, père des épidémies, révéla son implication dans sa quête que Festus réalisa que Nurgle lui-même l'observait. Le jour, les deux apothicaires perfectionnaient le 7e ingrédient. La nuit, Festus arpentait les rues d'Altdorf semant les graines d'un chaos qui porterait bientôt ses fruits. En effet, lors de la Geheimnisnacht de 2525, Festus et Kougas ouvrirent la porte donnant sur le jardin de leur maître et l'irréalité afflua. Le minutage était si précis que le portail s'ouvrit juste au moment où les armées nordiques de Kougas avaient attiré au cœur de l'Empire. Se rejoignirent pour fondre sur leur proie. Le monde des hommes vacillait au bord du précipice et sa ruine n'avait pas été provoquée par le caprice des rois ou des princes des monts, mais par le labeur d'artisans dévoués.
C'était un exploit d'une telle ampleur que Nurgle récompensa Festus en lui accordant l'immortalité qu'il désirait tant. Il devint un nouvel être, gonflé par la puissance de son maître. Le chirurgien tourmenté, l'apothicaire qui tâtonnait dans ses sous-sols humides et avait fait de la prévention de la mort son idée fixe, n'était plus. Il était le jardinier de Nurgle, pour qui faire don de la vie débridée au monde était aussi simple que de respirer. Et parfois, il y a des phrases qui sont très mal écrites et c'est compliqué de lire. Karl Franz, ascendant, l'empereur restauré. Peu comprennent à quel point les liens qui préservent l'empire de la dissolution sont fragiles. Le sujet est tabou, même à la cour impériale. Les cartographes sont tenus au secret. Les prêtres obéissent. Les prêtres obéissants font vœu de silence en ce domaine. Et les comtes électeurs se garent de la terrible vérité en revêtant leur armure d'arrogance. Mais le fait est là. Les cités de l'Empire ne sont que des îlots dans une mer de forêts hantées. Si les forces des ténèbres attaquaient en même temps, le monde des hommes serait totalement détruit. Seuls les règnes de fer des empereurs griffons assurent l'unité de la cohésion des provinces. Des siècles durant, la lignée de Karl Franz a engendré des hommes d'État capables de tenir ce rôle. Or, le dernier d'entre eux, l'incomparable Karl Franz, a disparu. Lors des événements tumultueux de l'automne et de l'hiver de 1524, l'empereur Karl Franz emmena la majeure partie de ses bataillons pour aller renforcer les défenses de l'Empire à l'est du Dalabekland. Dans l'ombre du bastion doré de Balthasar Gelt, les régiments disciplinés de Karl Franz s'employèrent à combattre les hordes d'adorateurs barbares du chaos, d'infâmes morts-vivants et de démons abjects. Luthor Huss, le prophète de Sigmar, menait les hostes de flagellants contre les adversaires les plus terrifiants, aux côtés de son protégé Valten, un forgeron guerrier en qui beaucoup voyaient la réincarnation de l'Eldenhammer. L'empereur nettoyait les cieux des monstres ailés avec son imposant griffon nommé Griffe Mortel, tandis que ses précieux officiers et fidèles champions Kurt Helborg et Ludwig Schwarzhelm dirigeaient les manœuvres des forces au sol contre les hordes de Nordiques. Les grands maîtres envoyèrent dans la mêlée toutes les colonnes de leurs ordres de chevalerie, chaque formation carapassonnée abattant 5 fois son propre nombre, et Karl Franz prit lui-même la tête de la Reichsguard lors de la charge la plus glorieuse de toutes. La terre boueuse se teinta du sang des Nordiques, et l'espace d'un instant il sembla que l'empereur pourrait arracher la victoire. Puis, la tragédie survint. Alors qu'il coordonnait ses armées depuis les cieux, Karl Franz dut livrer un duel aérien contre l'épéiste vampire, Wallach Arkon, le dragon de sang. Vêtu de plate, fondant sur lui sur le dos d'une monstruosité sans nom, faite de chair morte et d'ailes en lambeaux. L'issue du combat eût été différente si Karl Franz avait eu Galmaraz, car, jadis, le marteau de Sigmar avait eu raison de Nagash lui-même. Mais l'empereur avait confié l'artefact à Valten, afin d'asseoir la réputation de l'Eldenhammer ressuscité du jeune homme. Même si l'empereur avait débuté son entraînement à l'escrime dès qu'il avait su marcher, et même s'il maniait une des puissantes reliques qu'étaient les légendaires crocs runiques, son Altesse pâlit face à la maîtrise du seigneur mort-vivant. Le vampire passa Karl Franz au fil de sa propre lame enchantée, blessant grièvement Griffe Mortel au passage,
et l'empereur et sa monture plongèrent vers le sol derrière les lignes des envahisseurs. Miraculeusement, Karl Franz survécut à sa mésaventure. L'intervention de Griffe Mortel le sauva, et c'était loin d'être la première fois, en se disloquant l'épaule pour amortir la chute de son cavalier. Une masse de chiens de Norska fut sur Karl Franz en quelques secondes, et bien qu'il souffrit de plusieurs fractures et d'une plaie béante au thorax, il replongea dans la bataille. Le croc runique s'abattit et se plantait. Le sang giclait en gerbes abondantes, comme Karl Franz repoussait ses persécuteurs avec un rugissement. Griffe Mortel reprit conscience, et les deux compagnons blessés claudiquèrent jusqu'à l'abri d'un bosquet voisin. Ils luttèrent encore contre les guerriers, trolls et les enfants du chaos, entre autres horreurs mutantes. Ils finirent par s'échapper dans les bois en profitant de la confusion générale et du couvert de la nuit. L'esprit de Karl Franz était consumé par la frustration en songeant que ses troupes se trouvaient à des milles de là, privées de sa présence. Au lieu de leur donner espoir, il avait abandonné ses hommes, qui subodoraient qu'il avait péri au combat. C'était une pensée bouleversante, mais Karl Franz n'avait pas le choix. Alors qu'il se faufilait dans les bois, il abattit des bandes ennemies envoyées pour le retrouver, cheminant lentement mais sûrement vers l'ouest, vers son trône. Ignorant le sort de ses armées, mais espérant que Huss, Schwarzhelm et Walten les préserveraient, l'empereur entama son périple laborieux vers Altdorf, accompagné d'un Griffe Mortel boiteux. Le temps jouait contre lui, car si la nouvelle de sa chute se répandait, l'Empire s'effriterait sous l'effet de la division des comtes électeurs qui avaient toujours cherché à le dominer. Karl Franz n'était pas le seul à redouter une telle scission. Le Reichsmarschall Kurt Elborg, un homme doué d'un intellect aussi acéré que sa lame, savait qu'avec la disparition, ou pire, de Karl Franz, l'Empire était sur le fil du rasoir. Il réquisitionna le Pégase de Janosch Feldstiel, un de ses officiers subordonnés, et consentit un immense sacrifice pour un homme issu de la noblesse d'épée. Jurant de voir l'Empire l'emporter quel qu'en fût le coup, il laissa le commandement des armées à Schwarzhelm, son rival de toujours, et s'envola pour Altdorf. Toutefois, Elborg était un guerrier, pas un homme d'État, et son habileté à la cour apparut comme émoussée comparée à la diplomatie aiguisée avec laquelle Karl Franz se gouvernait. Pendant ce temps, dans la grande forêt, l'empereur suivait, sans le savoir, un chemin à peu près parallèle à celui des armées qui retournaient à Altdorf. La guerre, dans l'Est, avait connu une conclusion victorieuse, encore que le prix en vie humaine fût exorbitant. Ludwig Schwarzhelm et Kurt Elborg envoyèrent tous deux des équipes de secours à la recherche de l'empereur, archers et chasseurs bravant les embuscades en ratissant routes et sentiers. Près d'un an passa avant qu'on retrouve Karl Franz. Non par un agent quelconque de la couronne, mais par le patriarche suprême élu à la suite de la disgrâce du traître Balthasar Gelt. Grégor Martak, un sorcier d'ambre aux capacités hors pair, entendit parler d'un homme et d'une grande bête blessée dotée d'une tête d'aigle et d'un corps de lion, qui traversait l'Empire. Martak se hâta de partir à leur rencontre, et effectivement, il trouva Karl Franz qui se traînait péniblement en direction de la capitale. Martak soigna Griffe Mortel et fit de son mieux pour panser les blessures de l'empereur. Les deux héros revinrent à Altdorf juste à temps, car les forces du chaos n'étaient pas restées inactives, et les mâchoires d'un piège gigantesque se refermaient rapidement. Ce fut le retour opportun de Karl Franz qui sauva la cité de la destruction. Néanmoins, dans son fort intérieur, l'empereur croit que ce n'est pas lui qui a sauvé l'Empire,
mais une puissance magique, d'origine divine, dont il a été l'instrument, et qui continue de le fortifier. La figurine de Karl Franz. Et ensuite, le reste du livre sont scénarios narratifs. Bien sûr, les scénarios avec la guerre dans la Dragwalt, la bataille de Talabheim, tous les scénarios que l'on a vus précédemment dans le livre numéro 2, La chute d'Altdorf. La bataille du Temple dans Altdorf. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, il y aura la version livre audio avec uniquement le son. Et on se retrouve pour le tome numéro 3.